Le progrès cherche à tuer l'amour. Si vous êtes un habitué des réseaux sociaux ou que vous faites partie de ma génération, je pense que vous savez de quoi je parle. En effet, depuis quelques années, on peut observer une véritable offensive qui est faite aux couples classiques pour faire la promotion des modèles de couple dits alternatifs. Autrement dit, il devient très à la mode de détruire la monogamie en Occident. Et surtout, on parle de plus en plus de relations polyamoureuses ou de polyamour. Qu'est-ce que c'est exactement que le polyamour? Si on regarde une définition précise, voilà ce que ça donne. Le polyamour est un type de relation amoureuse dans laquelle les partenaires peuvent être en relation amoureuse avec plus d'une personne, avec le consentement éclairé de toutes les personnes concernées. Ça fait envie, hein. En gros, c'est une relation amoureuse où il y a plus de 2 personnes, où chacun peut coucher avec n'importe quelle autre personne de la relation et tout le monde trouve ça formidable. Évidemment, la définition est bien utopique et malheureusement, elle cache une réalité qui, elle, est bien plus sombre. Il est temps qu'on s'attaque ensemble aujourd'hui à l'arnaque qu'est le polyamour, de déconstruire ce type de relation et surtout d'y apporter une véritable réponse que je vous donnerai en deuxième partie de cette vidéo. C'est parti. Quand on vend le polyamour, on utilise plus ou moins le même argument, à savoir que le couple classique serait ringard, hypocrite, tyrannique et réactionnaire. Que ce soit Tristan et Isolde, mais aussi les contes de fées, La petite maison dans la prairie, mais aussi n'importe quel exemple dans la vie réelle d'un couple fondé sur l'amour réciproque entre un homme et une femme, tout ça cache en réalité le même projet. Soi-disant soumettre les femmes à un ordre patriarcal tyrannique et enfermer le couple dans un tout monogame très hypocrite. Tenez, essayez de trouver un exemple dans une série récente d'un couple qui serait présenté sous un jour positif et qui serait normal, stable et sur le long terme. C'est vraiment pas facile. L'idée, c'est donc d'attaquer les relations monogames et de les remplacer par un modèle qui serait plus moderne, plus égalitaire et soi-disant plus bénéfique pour les participants. 10 dernières années, j'ai toujours eu 2 personnes dans ma vie amoureuses, mon mari et une personne supplémentaire, un homme, une femme, ça dépendait des fois, tout en ayant des enfants. Alors, maman va coucher avec une autre personne le week-end. Pour moi, le polyamour, c'est un choix politique parce que, en tant que femme, c'était une revendication de ma liberté sexuelle, ma liberté amoureuse. Le projet, c'est donc de jeter à la benne tout ce qui est conte de fées ou encore l'amour courtois pour le remplacer par ça. Tu veux faire un câlin? D'accord. Danny et Ellen montent dans la chambre, tandis que Troy reste tout seul dans le salon. Mais visiblement, ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus. Si vous avez besoin d'aller chercher un sac à vomi, je comprends. Et en fait, il existe une quantité de reportages là-dessus qui en donnent une version assez idyllique. En faisant mes petites recherches, je suis donc tombée sur un certain nombre d'entre eux et je me suis rendu compte que beaucoup de gens naïfs y croyaient, notamment dans les commentaires. Il y a par exemple ce genre de réaction: après tout, s'ils sont heureux et qu'ils ne font de mal à personne, pourquoi pas? Mais justement, quand on creuse un peu, on se rend compte du mensonge. À force de regarder ces reportages, j'ai identifié 2 dynamiques qui prouvent en quoi le polyamour est un mensonge en plus d'une régression et qui finalement rend les gens très malheureux. J'ai choisi de vous montrer 2 reportages qui démontrent ces dynamiques. Je vous mets évidemment les liens en description si vous vous sentez le courage d'aller regarder par vous-même. Je vous préviens, c'est assez déprimant, donc accrochez-vous. Pour cette dynamique, j'ai choisi un reportage de la télévision suisse qui parle de Kim, une jeune femme qui raconte comment elle a découvert le polyamour. En gros, elle sort avec 5 garçons à la fois. En langage progressiste, on appelle ça un polycule. Kim est évidemment très contente. Elle a d'un côté les hommes qu'elle dit aimer, c'est-à-dire Maxence et Jean, et les 3 autres garçons pour le fun. Plutôt que de choisir, elle accumule les relations. Parce qu'évidemment, dans cette histoire, c'est elle qui lance l'idée. On le sait puisque Jean, qui est amoureux de Kim, est monogame et vit mal le polyamour de Kim. Jean, lui, est monogame. Il accepte mal que Kim vive d'autres relations. C'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage. Le fait qu'il accepte ça alors qu'il se définit comme monogame permet de comprendre toute l'histoire. Attaché à Kim, il préfère la partager que de la perdre. Alors, il se résigne à une relation amoureuse qui ressemble plus à de la colocation amoureuse. On partage parce que c'est plus facile. Il a eu le malheur de tomber amoureux d'une fille qu'il trouvait bien pratique, mais pas suffisant. J'ai envie de lui souhaiter beaucoup de courage parce que, évidemment, dans cette relation, c'est lui qui se fait avoir. Peut-être qu'un jour il tombera sur cette vidéo. On a donc un exemple finalement de harem à l'envers. Plusieurs hommes qui se partagent une femme. Certains acceptent parce que ça permet de choper une femme sans s'impliquer sérieusement, mais certains autres hommes se retrouvent à souffrir plutôt que d'accepter la solitude, comme Jean. Le pire, c'est que Jean, en acceptant ce partage,
est tout de même condamné à la solitude, sauf aux horaires où la fille est disponible. Après, c'était une question d'organisation du temps. On a également le même type de dynamique, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire un homme qui entretient une relation avec plusieurs femmes. Dans ce cas de figure, le scénario est similaire. Un homme qui veut accumuler des relations pour se faire plaisir propose le polyamour à sa femme. Vous êtes ensemble depuis combien de temps tous les deux? Bientôt 11 ans. Il y a eu un dérapage. Voilà. Donc vous avez, au départ, c'est une histoire d'infidélité assez classique, malheureusement. On aime 2 personnes. Moi, ce choix, il était impossible en fait. Ok, t'es malheureux, je peux pas te voir comme ça, on peut pas vivre comme ça, donc tu vas la voir, tu continues de la voir. Par contre, tu rentres tous les jours à la maison et ça serait. Tu ne découches pas. Je ne découche pas de la maison. Ouais. Bon, l'avantage, c'est que dans la situation, j'ai toujours les 2. Il existe plein d'autres modes de vie, donc où on vit tous malheureux, ou malheureusement on essaye de vivre ensemble, ou après il y a plein d'autres modes de vie. Et celle-ci, pour ne pas finir mère célibataire ou tout simplement pour ne pas perdre son mari, se résigne et accepte la proposition. Dans les 2 cas, on voit le même cas de figure, c'est-à-dire une personne dominante qui impose à son conjoint une 3e personne. Derrière l'idée d'un pseudo-choix libre et moral se cache en fait une simple manipulation à base de chantage affectif. En tout cas, je mets mes 2 mains à couper que ce genre de relation ne peut tout simplement pas durer. Soit parce que la personne dominante finit par mettre un terme à la relation et partir avec le nouvel arrivant parce qu'elle est ennuyée de son premier conjoint, ou bien parce que celui-ci décide de se barrer parce qu'il ne supporte plus cette situation. Et dans l'autre sens, je n'ose même pas imaginer l'impact psychologique que peut avoir ce genre de situation sur les enfants, par exemple, d'une femme qui partagerait son mari avec d'autres femmes, et donc ces enfants ils vivraient sous le même toit que les maîtresses de leur père. Difficile de se forger une image positive de son père ou de sa mère dans des conditions pareilles. Au nom du progrès, on a finalement réinventé les harems, mais sous une version moderne et cool. Sous prétexte de liberté et d'égalité, on a réintroduit la polygamie en Occident, mais sans vraiment l'assumer. La polygamie, ça fait peur, ça fait assez primitif et totalitaire. Mais le polyamour, là, ça fait moderne, c'est libre, c'est cool. Pour cette dynamique, j'ai pris un reportage de National Geographic. On y voit donc un polycule d'Américains, évidemment tous obèses morbides, qui est composé de 3 personnes, 2 hommes et une femme. Ces mêmes 3 personnes ont des amants, donc ce qui fait en tout 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes. Vous vous dites peut-être que c'est la pire bande-annonce pour une série Netflix de tous les temps, mais non, c'est une bande de polyamoureux tout à fait sérieux. À votre avis, pourquoi ces gens ont choisi le polyamour? En fait, c'est très simple. Pour le comprendre, il faut les observer. Aucun de ces individus ne sont désirables. Ils sont difformes, ils s'habillent n'importe comment, et pour compléter le cliché, 2 des 3 femmes ont les cheveux violets. À partir de là, il leur devient presque impossible de trouver un partenaire exclusif. Entre nous, sérieusement, en tant qu'homme, est-ce qu'une femme comme ça vous ferait rêver? Et inversement, mesdames, est-ce que vous pensez pouvoir sincèrement tomber amoureuse de ça? Évidemment que non. Alors ils font le choix de rassembler leur solitude plutôt que de la supporter. Si vous voulez, c'est un petit peu, je sais pas, le communisme de la loose. C'est un petit peu le management de la misère, quoi. Ils sont en fait un groupe de potes dans lequel chacun peut coucher avec l'autre. Pour ces gens-là, malgré ce qu'ils disent, le polyamour, c'est en fait une manière pour eux d'accéder à une sorte de version Wish du bonheur amoureux. C'est trop difficile d'accéder à une relation monogame quand on est vraiment en bas du panier, alors on se console en se rassemblant dans une tribu de gens tout aussi médiocres et malheureux. Après avoir vu ça, moi je repense à l'adage populaire, vous savez, mieux vaut être seul que mal accompagné. Au moins, ils conservent leur honneur plutôt que de faire partie du harem d'une 4 sur 10. Mais au-delà, il faut comprendre la logique du polyamour et ses origines. Le polyamour fait partie des modèles donc dits alternatifs, comme je l'ai dit plus tôt. Petite parenthèse, quand la gauche vous parle de quelque chose alternatif, vous pouvez en gros résumer par idéologie faite par des fous pour des idiots. Le polyamour ne fait donc pas exception à la règle. Donc ce modèle alternatif se définit en opposition à un modèle normal, celui du couple hétérosexuel monogame dans le cadre d'une relation longue et idéalement du mariage d'amour. Mais le mariage d'amour, c'est un modèle qui est fondé sur le désir, ce qui implique donc qu'il faille être désirable. C'est-à-dire soit être physiquement attirant, soit être psychologiquement stable ou encore être fiable dans des situations difficiles. Or, le point commun des profils que je viens de vous présenter, c'est qu'on voit bien qu'ils sont attirés par le polyamour parce que la relation monogame classique leur est impossible à atteindre. Pour Kim, le problème est avant tout d'ordre psychologique. Elle est terrorisée par la solitude. C'est une véritable boulimique émotionnelle. Il lui faut accumuler la présence masculine par peur de manquer, 2 hommes pour l'amour émotionnel et la stabilité, 3 autres pour l'amour physique et l'aventure.
Vous voyez donc que chaque homme remplit un peu son petit compartiment et elle maximise ses chances de bonheur en rationalisant ses relations de la même manière qu'un manager organiserait son équipe pour optimiser son rendement. J'ai des relations très différentes, mais aussi très complémentaires avec Johan et Bertrand. C'est vrai que chez Johan, c'est assez animal, un peu sauvage, il peut être surprenant. Et Bertrand, il fait des très bons tiramisu. Oh, merci. Et pour la famille Hamburger, c'est un problème à la fois physique et psychologique. Physique, bon, c'est évident, mais surtout si on rajoute le fait qu'on va mourir d'un arrêt cardiaque à 35 ans, l'idée d'une relation longue, ça n'a pas vraiment de sens. Mais surtout chez eux, le problème psychologique, c'est celui d'un manque profond d'amour-propre. Quand on a un minimum de respect pour soi-même, on n'accepte pas une relation comme ça. Danny et Elon montent dans la chambre, tandis que Troy reste tout seul dans le salon. Mais visiblement, ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus. Un tel manque de confiance en soi, ça devient clairement de l'autodétestation. En gros, ils en viennent à se dire « je pourrais pas faire mieux, donc autant se partager ça ». La tragédie, c'est qu'ils pourraient tous faire mieux et partager une vraie relation exclusive si la société les poussait dans le bon sens. Bref, le polyamour, c'est la solution des inadaptés. C'est en gros la relation Wish pour ceux qui n'ont pas accès à la version premium. Mais on pourrait me dire, mais quel est le problème? Ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils font de mal à personne. On voit ce genre de commentaires à chaque fois qu'un média parle de polyamour. Sauf que justement, non seulement il y a un problème avec le polyamour, mais l'idée selon laquelle ce type de relation ne causerait de mal à personne est fausse, comme on va justement le voir. La cause du polyamour, c'est justement que la relation monogame devient de plus en plus inaccessible pour un plus grand nombre. Parce que les qualités nécessaires pour l'obtenir tendent à devenir de plus en plus rares dans notre société. Je le disais dans ma vidéo sur le sujet, il y a une crise de la virilité en Occident. Mais il y a aussi une crise de la féminité. Donc d'un côté, vous avez les trentenaires collectionneurs de figurines, et de l'autre, les harpies obsédées par leurs likes sur Instagram. Pas vraiment un environnement sain pour bâtir une relation stable et solide. Le problème, c'est qu'en normalisant le polyamour, on participe à accélérer la destruction et la disparition du modèle monogame sans chercher à le réparer. Quand on voit à quel point la famille, et en plus la famille européenne, est systématiquement attaquée aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de ça en plus. Parce que oui, il faut le dire, les modèles poly ne sont pas compatibles avec la construction d'un foyer, d'une famille stable et pérenne. Un enfant a besoin de vivre avec une figure maternelle et paternelle pour lui apprendre à vivre en société et à développer des comportements positifs. Une famille poly, ça donne comme modèle qu'on peut finalement jongler avec les gens selon son bon plaisir sous prétexte qu'on a leur consentement. Comme si l'amour, ça se réduisait à signer un CDI. Mais le problème plus général du polyamour, c'est que les modèles alternatifs promus par le progressisme, c'est surtout du nivellement par le bas. Nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux et collectifs. Quand un comportement se multiplie, on trouve qu'il devient de plus en plus normal et on finit par s'y habituer, même si ça nous fait du mal. Il suffit de voir à quel point tout le monde finit par trouver ça normal et s'habituer au fait qu'on assiste à des scènes de quasi-guerre civile après chaque match de foot du Maghreb. Bref, normaliser le polyamour, ça revient à envoyer un message. Pas la peine de se rendre désirable pour une relation longue, vu qu'on peut toujours partager sa misère ou faire partie d'un harem. C'est la tyrannie de la médiocrité. On détruit l'amour, la loyauté, la passion, plutôt que de finalement chercher à les réinculquer à ceux qui en auraient le plus besoin. Et en plus, dans la situation actuelle où la misère affective masculine est à son pic, le polyamour revient clairement à remuer le couteau dans la plaie. On te propose une relation de basse qualité sans te promettre que tu puisses avoir une lignée, puisque c'est potentiellement un autre homme de la relation qui a eu cette chance. Bref, la cata. Et dites-vous bien ça, surtout, dans les reportages que je vous ai montrés, on montre les meilleures versions du polyamour. Et pourtant, avec un peu de perspicacité du jote, on comprend très vite que c'est dysfonctionnel et que les participants en souffrent. Alors, imaginez pour tous les troubles que vous ne voyez pas. Face aux attaques répétées contre la monogamie, il ne faut pas simplement nous défendre. Il faut réaffirmer ce modèle, le revitaliser et être capable de montrer que non seulement il est préférable, mais en plus c'est le meilleur. La monogamie, c'est la formule magique qui permet de mélanger deux substances très différentes, l'homme et la femme, et de les faire tenir durablement ensemble. C'est tirer le meilleur de la nature masculine et féminine, les unir, au bénéfice des individus et de la société tout entière. On demande aux hommes de faire des sacrifices
sacrifices au bénéfice des femmes, aux femmes de faire des sacrifices au bénéfice des hommes, et tout le monde en ressort gagnant. Le gros avantage de la monogamie pour les hommes, c'est que ça limite l'hypergamie féminine. Il y a d'autres avantages évidemment, mais celui-ci est le plus important. L'hypergamie, c'est cette tendance des femmes qui cherchent à s'unir avec l'homme le plus élevé possible qu'elles pensent pouvoir atteindre dans la hiérarchie sociale et économique. Les femmes ont un rôle de sélection. Ce sont elles qui choisissent leur partenaire. Au contraire, les hommes sont plutôt dans une position où ils cherchent à convaincre la femme qu'ils sont les meilleurs pour qu'elle les choisisse. L'avantage de l'hypergamie, c'est que ça permet aux meilleurs hommes d'avoir accès aux meilleures femmes. Mais l'hypergamie est une logique instable. Si une femme identifie une meilleure opportunité alors qu'elle est déjà en couple, elle peut très bien lâcher son partenaire actuel pour en trouver un meilleur. On voit vite arriver deux problèmes. Puisque tous les hommes qui ne se trouvent pas en haut de la pyramide se retrouvent isolés, les talents de ces hommes sont marginalisés. Un génie non séduisant ne transmet pas ses gènes et perd son temps à se battre contre la concurrence d'autres hommes meilleurs que lui. L'instabilité hypergamique empêche de créer des familles fortes et stables. Le faible investissement parental donne donc lieu à de nouvelles générations très peu civilisées. La monogamie, en attachant à un partenaire pour la vie et en mettant en avant le devoir familial, limite de fait l'hypergamie féminine. Pour les hommes, la monogamie, c'est donc la promesse d'avoir accès à une lignée et de transmettre à la fois ses gènes et son histoire. Le deal de la monogamie, c'est ça. La culture t'apprend à exprimer ton potentiel d'homme et en échange, tu as la garantie de pouvoir transmettre à la prochaine génération et d'avoir une femme. C'est un vecteur exceptionnel de progrès pour une civilisation. Ma conviction personnelle, c'est que la monogamie a été un des secrets de la puissance et du caractère brillant de la civilisation occidentale. On oppose souvent le progrès technique et la stabilité morale, alors qu'en réalité, ils marchent ensemble. Sans mariage monogame, on n'a pas de voyage sur la Lune. La monogamie permet aux hommes socialement utiles, mais pas forcément les plus séduisants de prime abord, comme les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, etc., de s'impliquer dans leurs poursuites créatrices et techniques parce que la société leur garantit qu'ils auront une famille. Au contraire, sans la garantie monogame, ils dépensent toute leur énergie à trouver une femme plutôt que de construire des réseaux routiers ou d'inventer le vaccin contre la rage. Et la monogamie a évidemment aussi des avantages très clairs pour la femme. Premièrement, c'est un bon moyen de réduire la violence masculine. Pour un homme, l'impossibilité d'avoir une femme est synonyme de frustration. Et de la frustration, on passe vite à la violence. Quand les femmes sont rares, la violence explose, puisque les hommes sont encouragés à écraser les autres de façon brutale pour prouver leur puissance, puisque sinon il ne trouvera aucune partenaire, ou pour s'accaparer une femme de façon violente. Garantir une femme, c'est donc réduire cette violence, mais aussi la canaliser pour la rediriger et la rendre productive dans des secteurs économiques, techniques, artistiques, culturels, financiers, etc. Je vous mets en description un lien d'une vidéo de Jordan Peterson qui explique ça bien mieux que moi. En outre, la monogamie par la culture encourage les hommes à s'occuper de leurs femmes et de leur famille et donc de leur donner une protection physique, notamment contre les autres hommes, et économique, l'homme partage les fruits de son talent pour faire survivre sa famille. Après, bien entendu, même dans les sociétés monogames, il y a quand même de l'infidélité. Et c'est normal, instaurer une règle ne veut pas dire qu'elle est respectée à 100%. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de règles pour autant. Sinon, autant légaliser le vol, le viol et le meurtre. Il existe aussi des comportements non monogames, comme le libertinage, mais dans une société monogame, on demande à ces comportements de rester dans la sphère du privé et ne jamais prétendre remplacer la règle majoritaire de la monogamie. Et surtout, ce type de pratique n'existe que de façon ultra minoritaire pour des gens psychologiquement compatibles avec cette pratique. On entend parfois que très peu de civilisations dans l'histoire ont été monogames et que certaines cultures ne le sont toujours pas. C'est vrai. Mais ce sont rarement les sociétés les plus avancées et les plus respectueuses de la femme. Le polyamour, c'est juste une régression de civilisation présentée comme un progrès. Enfin, malgré tout, malgré l'offensive progressiste en faveur du polyamour, il y a des raisons d'espérer. Par exemple, ma génération, celle des zoomers, a payé le prix fort de la révolution sexuelle et pour autant aspire de plus en plus à des valeurs traditionnelles. On anticipe même que l'âge moyen du mariage chez les zoomers sera de 27 ans plutôt que de 32 ans pour les milléniaux, la génération précédente. Donc gagner 5 ans en une génération, c'est un progrès considérable. En bref, il ne faut pas se laisser endormir par la propagande mièvre de nos ennemis. Non, nous ne voulons pas de leur bouillie mentale et de leur monde sordide et terne. Notre volonté, c'est de redonner sa noblesse à notre civilisation.
en façonnant des hommes et des femmes qui soient forts, courageux, vertueux et solides. Leur utopie d'un communisme des miséreux est une attaque faite aux personnes les plus vulnérables de notre civilisation, en leur faisant de fausses promesses, qui ne se solderont que par plus de solitude, de misère et de soumission. La droite, c'est le camp de la force et de la vertu, mais c'est aussi le camp de l'amour. Car oui, l'amour c'est de droite. Exigeant, exclusif, discriminant et élitiste. À eux la misère, la sauvagerie, la solitude et la névrose. Notre monde n'est pas le leur, et il faut en être fier.